L'Ukraine et sa capitale Kiev sont sous les bombes. Les troupes russes envahissent le territoire ukrainien. La guerre aux portes de l'Europe. Une guerre qui fait peur. Une guerre qui mobilise des centaines de milliers de combattants des deux côtés, sur terre et dans les airs. La résistance de l'armée ukrainienne doit se mettre en place. Des dizaines de milliers de volontaires étrangers rejoignent aussi le front. Ils ont répondu présent à l'appel à l'aide de l'Ukraine. Якщо ви в Європі маєте бойовий досвід і не хочете дивитись на нерішучість політиків, ви можете вже прибути до нашої держави і разом з нами захищати Європу, де це зараз дуже потрібно. Des volontaires de 52 pays ont rejoint les rangs de la Légion internationale. Je les ai vus le deuxième jour de la bataille. Des combats acharnés. C'est un cauchemar. Parmi eux, des Belges. Ça a été un massacre. Nous avons suivi le parcours de ces volontaires belges. Comme commandant, des hommes vont mourir suite à tes décisions. Beaucoup ne tiennent pas le coup et les pertes humaines sont considérables. Comment sont-ils arrivés? Qui sont-ils? Quelles sont leurs motivations? Je ne suis pas y allé pour l'adrénaline et l'action, non. C'est la démocratie européenne qui est en jeu. Nous nous sommes rendus sur les lieux. Faisons ça vite. Nous vous emmenons à la rencontre de ces volontaires belges partis en Ukraine, au cœur des combats. Sous le soleil de ce début d'été, Kiev semble paisible. Après plus de 460 jours de conflit, l'impression est trompeuse. Sur toutes les avenues, toutes les places, des panneaux nous le rappellent, l'effort de guerre bat son plein. La capitale pense ses plaies, se rappelle ses morts tombés au combat. Parmi eux aussi des milliers de combattants volontaires, venus des 4 coins du monde, 20 000 selon les estimations. Ils viennent de 52 pays, des États-Unis, de Biélorussie, de Pologne, même de Taïwan, mais aussi de Belgique. L'appel du président ukrainien aux volontaires étrangers a été entendu. Et au début de la guerre, il était une nécessité, comme nous l'explique cet ancien parlementaire que nous rencontrons devant le mur de la mémoire. Au début, il était très important de recevoir les signaux de la solidarité internationale. Et évidemment, les personnes qui viennent ici de l'étranger pour nous aider dans notre combat sont perçues comme des frères d'armes. Mais pas seulement, ce sont nos frères, parce qu'ils partagent nos valeurs, nos principes et nos idées. C'était bien sûr, et cela reste un signe très important de la solidarité internationale, cela nous fait nous sentir beaucoup moins seuls. Pas totalement décisive militairement aujourd'hui, l'importance de ces combattants étrangers est cependant reconnue. Les ambassades ukrainiennes battent donc le rappel. Combien de Belges sont-ils en Ukraine? Où se battent-ils? Il nous faut tout d'abord comprendre comment un volontaire peut s'engager dans les rangs des combattants ukrainiens. L'appel officiel est publié sur les sites des représentations diplomatiques ukrainiennes. Des conditions sont requises. Pas de condamnation criminelle et expérience des combats demandés pour intégrer une unité des forces armées ukrainiennes. Sur ces images qui nous ont été fournies par le 2e bataillon de la Légion internationale en Ukraine, on les voit. C'est à Lviv, dans ce qu'on appelle le polygone, que les nouvelles recrues étrangères sont formées. Un complexe ultra sécurisé pour en faire des combattants prêts à rejoindre les unités de la Légion. La sélection est stricte. Après une première inscription, les candidats ont passé un entretien et déposé une demande officielle d'enrôlement auprès des forces armées pour suivre un entraînement en règle avant d'être intégrés dans l'armée de terre. So we invite all foreign volunteers to join our fight.
le porte-parole de la Légion internationale pour la défense territoriale de l'Ukraine, nous explique le processus. Les personnes qui viennent en Ukraine pour intégrer la Légion ne doivent pas avoir d'antécédents criminels ou terroristes. C'est la procédure standard de vérification. Et quand ils arrivent, il y a aussi des tests physiques. Il y a deux types de personnes qui viennent en général rejoindre la Légion. La première catégorie, c'est celle de ceux qui sont prêts à être directement déployés. Ils possèdent de l'entraînement militaire, ils ont une expérience de combat, ils intègrent directement l'unité. Les autres doivent suivre cet entraînement très poussé. Sous contrat, ces combattants sont alors payés de la même manière que les soldats ukrainiens. Quelques 3 000 € par mois, un salaire au-dessus des standards en vigueur. Ils viennent de tous les continents, d'Amérique latine, d'Amérique du Nord, d'Afrique, d'Asie et évidemment d'Europe. Et de Belgique. Et aussi de Belgique, bien sûr. I'm from Belgium. I have 2 years experience in rescue and first aid. S'ils étaient une cinquantaine, selon les autorités belges, à être partis depuis le début de la guerre, ils sont à présent moins d'une douzaine sur place. Mais la voie officielle n'est pas la seule porte d'accès possible. Sur Internet, les pages d'appel au combat sont nombreuses. Ici, par exemple, un compte de glorification des combats avec une vingtaine d'abonnés. Une page éphémère qui a depuis été fermée. Mais malgré nos démarches, peu de volontaires belges souhaitent répondre à nos questions. Bonjour, nous sommes une équipe de la RTBF. Nous réalisons un documentaire sur les Belges qui sont volontaires pour combattre en Ukraine. Seriez-vous d'accord de nous rencontrer ? Bonjour, je suis rentré il y a quelque temps maintenant. Je n'ai pas grand-chose à dire et j'aimerais que les médias me laissent tranquille, bien à vous. Ça ne m'intéresse pas. Encore bonne journée. Les Belges du 2e bataillon ne veulent pas vous rencontrer pour des raisons de sécurité. Sur 10 hommes identifiés, nous avons réussi à en contacter 6. 2 ont accepté de nous parler. L'un d'entre eux se trouve toujours sur place. Bonjour Bendo, nous sommes une équipe de la RTBF. Êtes-vous d'accord de nous rencontrer pour discuter de votre engagement ? Bonjour, oui, je suis d'accord. Depuis combien de temps êtes-vous en Ukraine ? Depuis mars 2022. Dans quelle région pouvons-nous vous retrouver ? Dans l'oblast de Kharkiv, près d'Izium. Izium, à l'est de Kharkiv, à moins de 100 km de la frontière russe. Une localité frappée dès les premiers jours de l'invasion. Nous nous y rendons donc pour rencontrer Bendo. La ville, aujourd'hui libérée, se situe à quelques kilomètres du front, seconde ligne pour les forces ukrainiennes. Sur notre route, nous constatons les dégâts laissés par les combats. Ici, un charnier de près de 500 cadavres a été découvert. Des fosses communes, des témoignages de torture, des exodes. Les stigmates sont indélébiles. Les rues de la petite ville qui comptait plus de 45 000 habitants sont vides. Aujourd'hui libérée, la ville ressemble désormais à un champ de ruines. Bendo nous attend dans cette zone. Bendo, c'est son nom de guerre, a lui aussi participé à ce qu'on appelle la bataille d'Izium. Nous le rencontrons dans la région où les soldats de son unité sont en permission. Tu nous fais un barbecue ? Ouais. C'est toi qui cuisines ? Ouais, c'est moi qui vais cuisiner. Ça occupe, c'est comme je te dis, au moins c'est un moment convivial, on peut passer un moment ensemble. Bendo est arrivé en Ukraine en mars, quelques semaines après le début de l'offensive russe. À 45 ans, il ne vient pas de nulle part au niveau de sa formation militaire. C'est un ancien du 13e de ligne de l'armée belge. Aujourd'hui, c'est avec ses compagnons d'armes français qu'il passe ses moments de repos, éprouvés par ses journées passées dans les tranchées. Vous étiez loin d'ici ? 4 heures de route. Ah oui, quand même. Et combien de temps vous étiez resté là-bas ? 1 semaine. Et combien de temps vous allez passer ici ? 1 semaine. Et puis on retourne 1 semaine. 1 semaine, pendant laquelle ces soldats de la Légion étrangère vont pouvoir souffler. Bendo et ses amis ont nettoyé leurs armes,
Comme certains, ils vont peut-être en profiter pour quitter quelques jours la région. Je sens que vous êtes fatigué. Pourquoi? Expliquez-nous pourquoi. Parce que j'ai pas dormi. J'ai pas encore dormi. Oui, je reviens d'une semaine où on dort pas beaucoup. Le bunker est beaucoup frappé, donc même quand on est couché, on dort pas. Pas bien. On tient une position, on tient une tranchée. Chaque équipe tient une tranchée. C'est beaucoup d'ennui. Oui, on attend, on observe, on écoute. Mais c'est beaucoup d'ennui. C'est là que c'est dangereux parce que faut être attentif. Parce que ça peut venir en une seconde. I signal shot of rocket by a vehicle at 1 hour. On veut bien risquer notre vie, mais savoir que tu vas être sûr de mourir, non, quand même pas. C'est à peine à quelques kilomètres plus loin qu'il vivra ses moments les plus sombres dans les combats. J'ai perdu un de mes 4 camarades. Là, c'est un sacré coup. Et puis de voir ma compagnie se faire détruire, ça a été un massacre. Qu'est-ce que vous faites alors à ce moment-là? Tu te relèves et tu repars. On a entendu le départ du char, mais ça va très vite. Et il nous tire, et là, l'obus explose à 2-3 mètres de moi. Et je prends le blast en plein visage. Je tombe KO. Et puis je commence à avoir une douleur à l'œil. Et ici, juste au-dessus, là, j'ai compris que j'étais pas indemne. Il a attendu plus d'1 jour pour être évacué et être soigné. Un engagement dur physiquement, mais aussi psychologiquement, car la guerre, c'est aussi des dizaines de morts. Au début du conflit, Bendo n'a cependant pas hésité à s'engager dès les premiers jours. Pour moi, la Russie ne s'arrêterait pas à l'Ukraine. Si l'Ukraine perd cette guerre, c'est la démocratie européenne qui est en jeu. S'ils veulent devenir européens, c'est aux Européens de les aider. Une motivation, dit-il, ancrée dans sa volonté de défendre une Ukraine européenne. Mais Bendo n'a pas choisi la voie officielle pour intégrer les combats. Il a essayé de s'organiser par lui-même. Par Internet, par réseaux sociaux comme Facebook. Et on a fait un groupe. J'ai trouvé chez les Karpaskasic. Et là, on a signé notre premier contrat officiel de l'armée ukrainienne. À son arrivée en Ukraine, ses premiers combats, il les a donc menés au sein du bataillon Karpatska Sich, aussi appelé Karpa. Auparavant, c'était une organisation paramilitaire. Désormais intégré à l'armée, ce groupe a une réputation sulfureuse à cause d'un nombre d'ultranationalistes, voire de néo-nazis, qui s'y trouvent. Ils sont nationalistes, ultranationalistes. Mais chez nous, un nationaliste est d'office un fasciste. C'est pas vrai. Ici, les Ukrainiens ont une autre façon de penser. Et jamais ça vous a inquiété? Il y a des petits cons qui passent. J'en ai vu des néo-nazis. Mais il y en a en Belgique, il y en a en France, il y en a beaucoup en Russie. Oui, il y a toujours des cons. Je ne veux pas dire que je me sens plus ukrainien que belge. Je suis à fond belge, je suis nationaliste belge. Est-ce que nationaliste veut dire d'extrême droite pour vous? Non. C'est juste fier de son pays. Bendo veut désormais rester ici, en Ukraine, sa seconde patrie selon ses mots.
Dans quelques jours, il retournera dans la tranchée avec ses compagnons d'armes. Mais ces dernières paroles nous posent question. Les ultranationalistes ukrainiens sont-ils des compagnons de guerre dangereux? Colleen Mastracci est l'une des rares chercheuses spécialisées en Belgique dans la société et la politique ukrainienne. Elle est nuancée. Il faut comprendre ce que socialement et politiquement il recouvre. C'est-à-dire que depuis 2014, ce qui est remis en cause dans cette guerre russo-ukrainienne, c'est l'existence de l'État ukrainien. Et ce que l'on voit particulièrement de façon exacerbée depuis 2022, c'est que la Russie remet en cause même l'existence du peuple ukrainien. Et ce fameux bataillon Karpatska Sich alors? Regardons d'un peu plus près les images que Bendo nous a transmises. On y voit en effet un insigne, discret mais présent, le soleil noir, un symbole nazi, porté ici par un combattant américain aux côtés de Bendo. Si l'Ukraine perd cette guerre, je pense que pour les combattants étrangers qui vont donc en Ukraine combattre, il faut distinguer leur idéologie à eux de ce qu'ils projettent chez les combattants ukrainiens. Si l'on regarde en fait à l'intérieur de ces bataillons, on voit que s'il y a des têtes pensantes et les personnes qui ont créé ces bataillons sont en effet très identifiées politiquement, à l'intérieur des bataillons, il y a une bien plus grande diversité que ce qui n'apparaît à l'extérieur. Donc je crois qu'il faut vraiment distinguer l'image que l'on se fait à l'étranger de la réalité sociale, plurielle, qui existe à l'intérieur des bataillons. Bendo, lui, ne se dit pas attiré par les sirènes de l'extrême droite. Nous avons montré son interview à l'un des spécialistes de l'extrême droite en Belgique. c'est la démocratie européenne qui est en jeu. Alors c'est très difficile évidemment de pouvoir déterminer quelles sont les raisons profondes qui l'ont conduite à aller sur le territoire, si ce n'est à écouter son témoignage, la défense de la démocratie, si on le comprend bien, de la souveraineté de l'Ukraine comme pays européen, proprement parlé, pour reprendre ses propos. Alors, il se définit comme nationaliste, pas ultranationaliste éventuellement, pas comme étant d'extrême droite. Donc effectivement, je pense que c'est une distinction importante à opérer, même si, à un certain moment, il devient légitime de se demander à quel point le nationalisme, une personne qui se revendique nationaliste, ne partage pas aussi éventuellement des aspects idéologiques plutôt de nature d'extrême droite. Nous n'avons aucune indication que Bendo ait été un militant d'extrême droite. Mais quoi qu'il en soit, avoir intégré un groupe réputé d'extrême droite comme les Karpas constitue un signal suffisant pour devenir une personne particulièrement surveillée par les services de renseignement belges. C'est d'ailleurs le cas de 10% des combattants belges en Ukraine. Nous devons reprendre la route, car nous avons une autre piste. Retrouver les lieux des combats décisifs du mois de septembre, des combats livrés entre autres par un groupe commandé par un officier belge. Kupiansk, au nord-est du pays, se situe à 40 km de la frontière russe. Comme le reste des localités de la région, elle a été libérée en septembre dernier. La bataille s'est déroulée sur le pont qui enjambe la rivière Oskil. Comme on peut le voir sur ces images, les flammes avaient embrasé les rues alentours. Parmi les soldats de l'armée ukrainienne qui ont repoussé l'armée russe ici, des membres d'unités de la Légion internationale. Kupiansk nous apparaît aussi comme une ville fantôme. Le maire nous accueille devant l'hôtel de ville désormais vide. La ligne de front est à une vingtaine de kilomètres. Et encore aujourd'hui, Kupiansk reste dans le viseur des obus et des bombes russes. Il vaut mieux ne pas rester trop longtemps sur les lieux. Faisons ça vite. Il y a vraiment des combats tout près. Andriy Bessedine, comme tout le monde ici, a en mémoire la bataille pour la libération de la ville. Pour libérer la partie sur la rive gauche, il fallait prendre cet endroit stratégique, qu'est le pont, au-dessus de la rivière Oskil. Tout le monde les connaît. Et moi, personnellement, je les ai vus, les hommes de la Légion internationale. Nous leur sommes très reconnaissants et nous avons beaucoup de respect pour eux. Tout le monde ici se souviendra toujours de ces soldats qui ont participé à la libération des localités occupées de Kupiansk. La route de Petropavlivka, un village à 5 km du front à l'est de Kupiansk. Nous nous y rendons après avoir visionné cette vidéo partagée sur YouTube.
Des images tournées par un membre du 1er bataillon de la Légion en septembre 2022. Un groupe commandé par Jimmy, l'officier belge, que nous avons retrouvé. On le voit sur ces images. Nous arrivons devant le bâtiment où se sont déroulés ces combats. Il n'en reste que des ruines. Olga Kozyreva est la mère du petit village. C'est cette maison-là. C'est un cauchemar. L'une des batailles les plus dures pour la libération de la localité a eu lieu ici, 2 jours pendant lesquels les habitants ont dû se terrer chez eux. Volodymyr habite juste en face. Lui aussi se souvient des soldats de la Légion. Oui, ils étaient là. C'était au mois de septembre. Je les ai vus, le 2e jour de la bataille. Tout était déjà détruit ici. Pendant la nuit, les combats se sont poursuivis, ça faisait du bruit. Et le matin, j'ai vu une mitrailleuse de grand calibre. Il y avait des douilles partout. Et on tirait aussi chez les voisins. Le bruit était énorme. Je pensais que les murs allaient s'effondrer. La situation est tendue aujourd'hui. Olga Kozyreva tient tout de même à nous montrer un autre endroit. Ici, c'est le sous-sol de notre école. Grâce à ce sous-sol, on a pu éviter beaucoup de victimes. Dans cet abri, il y avait à peu près une centaine de personnes. Quand les habitants étaient là, les légionnaires venaient pour demander si tout allait bien. Et aussi pour vérifier s'il n'y avait pas des Russes. Mais il nous faut partir. La ligne de front est proche et les combats s'intensifient. Dans cette partie de notre voyage, nous avons donc suivi les traces de Jimmy. Son image apparaît dans la vidéo qui retrace la bataille de Petropavlivka. Mais depuis les combats du mois de septembre, Jimmy a pris la décision de rentrer. C'est donc en Belgique que nous le rencontrons. Dans un lieu, à sa demande, discret. Jimmy a quitté l'armée où il était officier. Il a rejoint l'Ukraine l'année dernière. Il avait 27 ans. J'étais déjà convaincu que la Belgique et l'Europe ne pouvaient pas faire beaucoup. Et quand j'ai vu qu'ils demandent pour des volontaires, j'ai pensé immédiatement, merde, moi je ne peux pas y aller. Je pense que la frustration était là. J'ai pensé beaucoup sur l'effet de mes décisions sur ma famille. Je pense que je n'ai pas dormi pendant 3 nuits. Et en fait, j'ai aussi pensé que c'est mieux d'y aller et de faire mon job pendant quelques mois que rester un militaire derrière un bureau en Belgique. Je ne suis pas y allé pour l'adrénaline et l'action, non. Pour aller se battre en Ukraine, Jimmy est devenu déserteur de l'armée belge. Une décision qui peut lui coûter cher aujourd'hui. Mais il a accepté de courir ce risque pour, selon lui, la défense de valeurs qu'il considère comme fondamentales. Oui, la conviction que la démocratie libérale est mieux que le totalitarisme. Ouais. C'est la seule raison politique qui était là, je pense. Très tôt, on a eu un accord avec les Ukrainiens qu'on ne prenne pas des extrémistes, on ne prend pas des cons. Défendre la démocratie libérale, une motivation très éloignée des idéologies ultranationalistes présentes, on l'a vu, dans certains bataillons. En Ukraine, à la Légion internationale, Jimmy était, en tant qu'officier, chef de section. Il commandait 14 soldats en relation avec les responsables militaires ukrainiens. Il nous raconte les jours les plus durs de son engagement. Attention, ces images tournées par un soldat de l'unité de Jimmy sont violentes. Elles pourraient choquer. Plongé au cœur des combats dans la bataille de Petropavlivka. On est resté pendant 4 jours, je pense, à Kupiansk. Et là, donc, c'était... Oui, Petropavlivka était là où nous avions eu le combat le plus intense. Donc, le premier jour du contre-offensif, on a fait un check de l'environnement. On a trouvé un Russe qui se serait caché dans un champ.
Donc je pense qu'ils étaient en train de s'enfuir avec quelques amis. Et ses amis étaient tués et lui, il était là. Bon, probablement pendant 2 heures déjà. Et il a appelé notre homme pour se rendre. On pose quelques questions, une fouille. On a mis le tape sur les mains et sur les yeux. Et on attend l'échelon supérieur pour les amener vers l'arrière. Et après, on a checké la première rue, on est arrivé vers un carrefour. Et ils étaient à 300 mètres de nous. On a tiré. À la fin, l'artillerie ukrainienne, ils ont engagé les Russes et à cause de ça, ils se sont repliés. Donc on a eu un blessé. Un homme qui était tiré dans le pied. 2 hommes ont aidé à évacuer le blessé. Je suis resté chez le blessé avec le médic. Donc il a donné le premier soin. Et puis j'ai donné à un de mes hommes d'aider le blessé à aller vers l'arrière. Et je suis retourné à mener le combat. Donc ils nous ont engagés. On a tiré à un des BMP2 avec un Lao qui a... il n'était plus capable de bouger, mais il tire encore. L'autre section qui était là, on a amené le MK-19, donc une lanceur-grenade. On a tiré avec des RPG-7, avec des RGV-90. On a commencé de nouveau à checker des maisons. Donc la porte était bloquée. Donc le premier homme, il a arrivé à ouvrir la porte. Ils sont entrés. Le premier homme était tiré dessus, il était touché. Le deuxième est aussi entré. Et puis on a commencé à se battre avec ceux qui étaient dedans. Ils tirent sur la porte des Russes. Donc on a mis des grenades dans les fenêtres et tout ça. Et en fait, tout le monde qui était là contre le mur, sauf moi, était blessé. En fait, c'était la moitié de ma section qui était blessée. Ouais, donc on a pris 2 morts et 7 blessés. J'ai eu un crack, ouais. Donc c'était fini pour moi. De manière mentale, j'étais... Ouais. J'ai eu beaucoup de cauchemars, ouais. Est-ce que vous avez eu peur de mourir? Ouais. Je pense que tout le monde l'a eu. C'était ça le problème, que je me sentais trop responsable. Les décisions qu'on fait, ils sont jamais parfaits. Et comme commandant de groupe, de section, de compagnie à une guerre, des hommes vont mourir suite à tes décisions. Mais c'est pas toi qui l'as tué, mais c'est difficile de le rationaliser. Ouais. Une expérience qui marque profondément. Mais que risque aujourd'hui Jimmy au regard de la loi belge? Son départ en Ukraine peut-il être considéré comme illégal? Nous avons posé la question à un spécialiste du droit international pénal. Évidemment, quand on a un soldat qui a déserté et qui quitte les forces armées belges pour aller combattre, là, ça c'est une violation des règles du droit militaire belge. Mais ça, c'est vraiment un cas tout à fait exceptionnel. Pour un citoyen belge, le fait de partir pour aller combattre en Ukraine sur les côtés des 2 parties au conflit ne constitue pas une infraction ni de droit belge, ni une infraction du droit international. C'est le fait de commettre des crimes lors de l'engagement, des crimes de guerre par exemple, ou de crimes contre l'humanité, qui sera constitutif d'une infraction. Au contraire des combattants partis en Syrie, les volontaires étrangers en Ukraine ne rejoignent pas un groupe qualifié de terroriste par le Conseil de sécurité de l'ONU. Pour Jimmy, en tout cas, l'expérience est terminée. Est-ce que vous retournerez en Ukraine? Pas à court terme. La situation maintenant est différente qu'il y a un an. Et l'effet sur ma vie privée et ma famille,
oui, il ne faut plus la peine. Bendo et Jimmy ne représentent pas dans leur motivation tous les Belges qui ont décidé de partir. Ils sont encore une dizaine présents sur place, et comme le rappellent les autorités belges, sous leur propre responsabilité. Tout voyage en Ukraine reste en effet fortement déconseillé. Un volontaire belge est d'ailleurs décédé dans les combats. Parmi tous ceux qui sont partis depuis le début de la guerre, une demi-douzaine reste étroitement scrutée par la sûreté de l'État. Mais selon le dernier rapport des services de renseignement, le phénomène des départs volontaires a cependant progressivement diminué depuis mars 2022, dans une guerre qui, elle, semble s'éterniser.